Ah, ah, 1, 2. Eh ben, bonsoir, bonjour, bonne nuit, bisous. Merci beaucoup d'être venu malgré la pluie, là. Donc ce soir, un meet-up autour du sujet, le premier que je vais vous présenter, qui est comment utiliser BuildKit, nouvelle feature, et les builds d'images. Et le deuxième talk sera un talk j'ai Nicolas de Early Bird. Grande épopée à la moitié de gueule, juste avec Kubernetes. Oh non, si, j'ai plus le copie. Kubernetes. Si, ben voilà. Je dis pas que des bêtises tout le temps. Alors, du coup, on y va. Je commence très rapidement, je vais pas vous embêter. Julien Crozet, pour les intimes. Je suis senior architecte avec un petit. Je suis donc principalement un développeur, je fais beaucoup de Go en ce moment, mais j'ai aussi fait du Node, j'ai fait du C, j'ai fait du Python, enfin j'ai tout fait sauf du Java. Je tiens à le dire. Merci. Ça manque à personne. Donc du coup, je suis aussi un super DevOps, voilà, puisque c'est le terme qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, j'essaye quand même de ne pas être que développeur et de m'intéresser aussi un petit peu à ce que deviennent mes jolies lignes de code et mes bugs une fois qu'ils sont en production. Ceci étant dit, donc du coup, une petite parenthèse, un petit fun fact. Pour ceux qui aiment la Cité de la Peur, vous êtes ici dans la salle où Odile de Rey fait sa conférence de presse. Voilà. C'était juste une petite anecdote, mais j'avais envie de le dire. Voilà. Donc du coup, BuildKit. BuildKit, qu'est-ce que c'est? On a un petit défaut dans Docker, c'est que le build de nos images est long et fastidieux, et du coup, on est un petit peu énervé. Du coup, on a une solution totalement magique qui vient juste d'arriver, qui s'appelle BuildKit. Concrètement, BuildKit, c'est une brique qui est issue du projet Moby. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. C'est un projet donc, qui a été lancé à la base par Docker, qui est totalement open source, et qui permet un petit peu de scinder les différents métiers autour de la conteneurisation. Entre autres, donc le build. Ça permet de construire des images en respectant le format Dockerfile. Donc vous me direz super, c'est ce que fait Docker, oui. Mais BuildKit, en fait, il est concentré que sur cette tâche. Et il est surtout inclus dans Docker depuis la 18.09. Donc si vous avez une version Docker à jour, vous l'avez déjà, en fait, dans vos PC, dans vos bulles. Il suffit donc soit dans daemon.json de rajouter un petit bout de JSON, je vous enverrai les slides dans les commentaires, soit au moment d'appeler Docker, d'avoir une petite variable d'environnement qui s'appelle Docker BuildKit et de la mettre à 1. Alors du coup, c'est testable dès aujourd'hui, c'est-à-dire que vous lisez peut-être pas, mais bon là c'est pas très intéressant, c'est juste que je fais un Docker build normal, j'ai l'interface que l'on connaît tous, je fais Docker BuildKit égale à un Docker build, et là j'obtiens immédiatement un nouveau build sous le format BuildKit. Donc on va aller un peu plus en détail sur ce qu'est BuildKit. Une des premières caractéristiques très intéressantes, c'est qu'on peut faire des builds de concurrents. Alors qu'est-ce que c'est des builds concurrents? Ça commence par un parsing du Dockerfile qui a été inversé. Si je prends un Dockerfile assez classique, je ne fais pas de grand chose en fait, je fais des étapes, j'utilise Alpine, je vais installer un package Go, je vais récupérer mes sources, je les compile, voilà. C'est différentes étapes. Et donc, jusque-là, le client Docker le lisait de haut en bas et suivait les étapes une par une, en attendant que chaque étape soit finie pour aller à la suivante. Avec BuildKit, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va partir de la fin et il va remonter
pour créer un espèce d'arbre de dépendance et un arbre logique. Et on va voir à quoi ça sert. Déjà, ça permet de simplifier l'arbre de décision. Souvent, on a plusieurs étapes, from, run, from, run. Et en fait, mes étapes de la fin, ça peut très bien être si je fais du Docker multistage, des tests unitaires ou des étapes que je n'ai pas envie d'utiliser. Eh bien, si j'inverse, et donc que je n'ai pas besoin de ces étapes, en partant de la fin, il va pouvoir sauter les étapes. Bon, ça, c'est un léger avantage, et c'est surtout qu'il va pouvoir les faire de manière concurrente. Donc je reprends mon exemple. Si à la fin, je peux faire les deux étapes en même temps, avec Vulkit, il va le faire concrètement. Une petite démo. Alors ici, rien de vraiment spécial. En fait, j'ai un Dockerfile, j'ai deux fichiers Go. Et en fait, si je regarde mon Dockerfile, je vais prendre une base conteneur Go, Alpine, toute simple. Je prends mon fichier goo.go, je le compile. Je fais sleep pendant 10 secondes. Ça sert à rien, mais je le fais. J'ai un deuxième stage qui fait à peu près la même chose, sauf que lui, il prend le fichier bar.go. Et à la fin, je prends mes deux binaires et je les mets dans une dernière image. Donc là, on est d'accord qu'avant, il allait faire les étapes une par une. Et maintenant, grâce à Vulkit, je vais pouvoir faire la première étape et la deuxième étape en même temps pour pouvoir les assembler à la fin. Attention. Donc vous voyez qu'en haut, c'est l'ancien. Il est en train de faire les étapes une par une. En bas, vous êtes en train de faire les deux bulles concurrents. Dans quelques secondes, vous allez être émerveillés. Voilà. Donc là, c'est du temps que je suis en train de gagner sur ma journée. C'est du temps que je suis en train de gagner sur mes déploiements. C'est des ressources que je suis en train d'économiser dans Jenkins, même si c'est fait en Java. Voilà. C'est plein de choses qu'on peut faire. Voici un premier exemple de ce qu'on peut faire avec Vulkit. Mais c'est pas tout. Alors là, c'est niveau traduction, j'ai pas trouvé. Là, il faut essayer de bulle contexte. Un contexte de bulle plus léger. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Jusqu'ici, avec Docker, quand on faisait un Docker build, en fait, le Docker client, il faisait un gros fichier tar de tout ce qu'il y a dans le répertoire courant. Sans réfléchir, en fait, il va juste respecter le Docker ignore, pour ceux qui connaissent, et sinon, il fait un gros tar, et il envoie tout au Docker Engine. Ça, je pense que c'est une petite phrase que vous avez vue et qui peut durer très longtemps. Donc c'est très long. Ça peut transférer des choses volumineuses qui vont surcharger notre Docker Engine, alors que ça sert à rien. Avec Vulkit, c'est plus le cas du tout. Donc comment ils ont fait ? Jusqu'ici, on avait un client qui faisait un gros post sur /build, qui envoyait le gros contexte.tar, qui pouvait faire même des centaines de gigas. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le client appelle le engine, il lui fait un post juste en disant build, en lui passant des paramètres. Donc attention, je vais construire quelque chose. Attention, je lance une session. Et à partir de ce moment-là, le client ouvre un serveur gRPC, l'engine ouvre un serveur gRPC, et ils vont commencer à communiquer de manière un peu plus intelligente. Là, l'engine, il dit, bah ok, tu veux build, donne-moi ton Dockerfile. Il lit le Dockerfile, et à un moment, il lui dit, donne-moi le div sur tel fichier. Donc là, on va récupérer que les parties qui nous intéressent. Et encore une démo. Là, j'ai pas pu faire plus simple. Donc là, du coup, on voit que dans un répertoire, j'ai un gros fichier d'un giga là, qui fait 1 GB.txt. Vous me voyez bien là, avec mes gros sabots ce qui va se passer. Donc du coup, dans un cas, je vais tout transférer, ça va durer des plombs pour envoyer mes 1 giga. Dans l'autre cas, je vais envoyer que foobar.go et je vais lire mon Dockerfile pour faire mon exécution. Et là, c'est encore plus parlant. Voilà.
certes, là, on a le temps d'aller aux toilettes, on a le temps d'aller sur Hacker News, on a le temps de faire plein de choses, mais en bas, c'est déjà fait, c'est fini. Bon, c'est une appli Java. Il faut faire plein de choses. 1 giga encore, c'est pas bien gros. Je pourrais très bien avoir un répertoire node module. Je vais pas attendre jusqu'à la fin, je pense que vous êtes déjà tous convaincus. C'était plus rapide. Une autre chose, une séparation du contexte de build en deux choses qui sont les LLB et les front-end. C'est là. Bon, ou pas. Là, ça devrait parler à ceux qui connaissent les compilos un petit peu, mais du coup c'est assez simple. Le building d'image, il a été séparé en deux niveaux. Low Level Builder, en gros, c'est la partie qui va être responsable de créer un format binaire qui a toute la logique du build, les dépendances, ce qui peut être optimisé, ce qui peut être mis en cache, et les front-end qui sont responsables du parsing de votre Dockerfile et de convertir ça en LLB. Donc le LLB, lui, il va permettre une exécution plus rapide, il va permettre de mieux gérer son cache, on verra en détail plus tard, et il laisse le choix sur l'implémentation du builder. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont déjà utilisé, mais on peut utiliser d'autres builders d'images que Docker, par exemple IMG. Et le front-end, lui, il va permettre une autre chose, il va permettre de créer des nouveaux formats syntaxe de Dockerfile. On va pouvoir évoluer et même faire son propre format de Dockerfile. Pour ça, on le distribue sous forme d'une image, comme n'importe quelle image Docker. Et c'est exécuté dans un conteneur, le build. C'est-à-dire que là, on est vraiment isolé, on n'est plus exécuté que dans le contexte du Docker Engine, mais on est vraiment exécuté dans le contexte d'un conteneur. Donc du coup, les nouveaux front-end, ils ont été fournis par Docker, comme n'importe quelle image sur Hub Docker. Donc vous verrez, voilà. Le header, donc de cette nouvelle syntaxe, c'est juste dièse syntaxe égale mon image et mon tag, comme on pouvait dire from quelque chose. Là, si je dis dièse syntaxe Docker Dockerfile 1, bah, tout simplement on dit je veux l'ancienne méthode du Dockerfile. Mais ils ont aussi providé autre chose, qui est Docker Dockerfile avec le tag expérimental, qui fournit plusieurs nouvelles fonctionnalités et plusieurs nouvelles syntaxes. On va voir lesquelles. Le context mount. Là, on a vu que, de manière assez classique, le client pousse des fichiers dans le Docker Engine pour créer des conteneurs. On peut le faire différemment, c'est-à-dire qu'on fait un context mount pour faire moins de layers, c'est-à-dire que j'ai moins d'étapes à la création de mon image. On sait que c'est important d'avoir le moins de layers possible. Des builds plus rapides, puisque j'ai plus besoin de créer ces layers, puis de les supprimer et de manipuler les fichiers. Donc avant j'ai mis le petit syntaxe pour montrer qu'on est sur l'ancienne syntaxe. Je prends une alpine, j'ai un fichier archive.tgz, je le copie dans le build de mon conteneur, je fais un tar xvfz pour extraire tous les fichiers, puis j'efface mon tgz puisque j'ai extrait, j'en ai plus besoin, et je lance file start qui a probablement été extrait de archive.tgz. Avec les nouveaux front-end, justement, on peut utiliser cette nouvelle syntaxe qui est mount, donc run-mount target file. En gros, exécute cette commande avec un répertoire monté sur mon répertoire local quand je lance la machine. Donc là, je pense que vous avez vu qu'on a un layer en moins, qui est le layer où j'avais mon archive.tgz que j'ai ensuite supprimé. Et je vais vous prouver. Moi, j'aime bien prouver les choses. Donc là, il y a mon fameux archive.tgz, et donc j'ai deux Dockerfiles, vu que j'ai deux syntaxes différentes. Ici, c'est la classique, où je prends mon archive.tgz, je vais le transférer, je détare, je supprime. Et avec la nouvelle syntaxe, là, je fais ce que j'ai dit, donc c'est-à-dire que je prends mon alpine, je reste juste sur une base, et dans le contexte où je suis file, je vais chercher et je vais exécuter.
la petite démo. Donc là, il y a le premier build sans build kit et sans la nouvelle syntaxe. Et là, il y a le deuxième. Donc ici, vous voyez que la première image que j'ai créée, elle a 3 layers, avec ses jolis SHA-256. Et la deuxième, elle en a que 2. Ça, c'est un gain qui est quand même assez important quand on parle de production, quand on parle d'optimisation. L'autre mount qu'on a, c'est le cache mount, le préféré d'un monsieur qui avait une barbe et qui en a plus. Voilà. Donc du coup, en fait, on avait plusieurs types de stockage dans Docker, et il y en a un nouveau qui est arrivé, qui est le bulk cache. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je ne suis pas fier de mon image. C'est le dernier, la dernière ligne. Jusque-là, on avait le stockage des images, le stockage des conteneurs avec tous leurs layers, et les local volumes qui permettaient de stocker. Voilà. Et le bulk cache, lui, il est tout nouveau, et il permet, comme son nom l'indique, de gérer un cache entre plusieurs builds dans le cadre d'un Docker Engine. Donc du coup, il permet par exemple de mutualiser le cache entre plusieurs instances d'un outil type Jenkins ou autre build de CI. C'est-à-dire que le premier build va générer plein de caches, les suivants vont en profiter. Donc ça peut être par exemple, mon premier exemple, Go, je peux mettre en partage entre tous mes builds le root cache Go build. Je peux aussi, dans le cadre d'Alpine, ça pourrait aussi dans le cadre des Debian ou d'Ubuntu, mettre en cache tous les paquets que je suis allé télécharger, donc les deb, les APK, peu importe sur la distro. Et ça peut être le dernier cas, dans le cadre de l'inénarrable Node, on peut mettre en partage root npm, c'est-à-dire les paquets téléchargés par d'un build, j'aurais plus à les télécharger les prochaines fois que je vais build. Pas de commentaire. Donc ici en fait j'ai fait 2 Dockerfiles, un classique et un en version cachée. Je regarde, ils sont pas foufou, mais ils sont assez explicites. En fait, je vais juste récupérer une Ubuntu, je fais un date pour éviter qu'il y ait du cache, et dans le deuxième, j'ai juste modifié le EE par un point virgule, comme ça, je suis sûr que j'active aucun cache par rapport au fait que ce soit la même commande. Et pour la version cachée, c'est exactement la même chose, mais en utilisant le multiple cache. Et donc là, sur l'exécution, le premier et le deuxième sont tous les deux en Docker build. Donc ils vont pas faire, le premier et le deuxième vont aller à peu près à la même vitesse. On a à peu près une exécution parallèle, ça devrait mettre le même temps. Donc en haut, vous voyez qu'il fait un apt install. Ici, il fait un apt install, mais en utilisant le multiple cache. Le premier a fini un peu plus en avance. Et là, on part sur le second build. En fait, là, on va s'épargner toutes les étapes de téléchargement. Il reste quand même un petit peu de temps pour aller détarer. Voilà. Mais on a quand même fini bien en avant, puisqu'ici, il a dû télécharger tous les layers. En autre point, des petits points enfin, qui sont, alors, comme d'habitude, c'est expérimental, ça c'est des features qui ne sont pas encore tout à fait sèches, mais elles marchent quand même. Je peux forwarder mes clés SSH ou mon SSH agent à l'intérieur de mon build. L'exemple typique, c'est j'ai un GitHub privé d'entreprise dans lequel je ne peux pas accéder comme ça. Un exemple. Et du coup, je peux utiliser mon SSH agent sur ma machine lors du build. Et donc du coup, je vais pouvoir aller récupérer des infos. Je peux faire du Node, du Maven sur des repos privés ou des choses comme ça. Je vais utiliser l'authentification côté de mon PC. J'ai aussi les secrets. Les secrets, ils sont un petit peu comme le mount qu'on a vu en première étape, sauf qu'en plus, ils ont l'avantage d'être chiffrés côté client et côté Docker Engine. Donc ça permet, par exemple, lors de mon build, si je veux aller récupérer un fichier sur un bucket S3, juste le temps de mon build,
j'aurai accès à root credential, et après j'aurai plus du tout accès, et j'aurai aucun layer qui n'exposera aucune donnée sensible. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a des questions? Attention, ça va réveiller. Ouais, alors du coup. Exceptionnellement jamais vu quoi. J'arrive, mon assistante. Alors j'ai 3 questions, mais j'ai posé peut-être la plus simple, Ouais. ou la plus intéressante. Par rapport à quand on fait un copy, on copie un fichier défini, quand on fait un mount, comment le Docker se comporte pour faire un associate du layer? Donc en fait il n'est pas vraiment Pour faire un checksum, le checksum du layer. Parce qu'en fait il n'est pas vraiment sûr de ce qui a été monté, il peut pas, ou alors c'est-à-dire qu'il faut qu'il scanne tout ce qui a été monté pour le checksum. Ça agit exactement comme un mount. Comme un mount sur Linux, c'est-à-dire que tu vas monter en local ton répertoire, donc il fait pas de checksum. Du coup là il n'y a pas de layer, et en fait cette étape-là on ne sait pas trop ce qui s'est passé dedans. Non, mais il n'y a pas de layer justement. Il vaut mieux avoir un layer en moins, et du coup utiliser directement le mount, que de rajouter un layer et de vérifier un checksum. Du coup potentiellement je peux avoir 2 images qui ont le même idée, sans avoir le même contenu. Non, puisque BuildKit en fait rajoute un petit modulo sur les idées d'images, c'est qu'il rajoute un UID V4. Ok, donc du coup ça veut dire que par contre si je fais 2 fois le même processus, j'ai 2 fois pas d'image. À moins de vouloir le préciser. C'est-à-dire que j'ai plus d'images reproductibles. Au bit près. Enfin au bit près non. Ok. Je suis pas sûr. Et après je peux passer le micro à quelqu'un, ou alors poser une question. Vas-y, on a tout le temps anecdotal, donc on est large. Pour troller un peu, c'est quoi l'intérêt de BuildKit au niveau de la dépendance par rapport à Make en fait? Parce que Make fait déjà tout ça, cette gestion de dépendance. La gestion de dépendance au niveau des conteneurs? Non, entre les jobs en fait. C'est-à-dire que si jamais je prends la construction de mon image Docker et que je l'expose dans un Makefile, ouais. En fait je vais me retrouver avec la gestion de dépendance qui est dans le BuildKit. Sauf que le Makefile tu vas l'exécuter dans ton build. Oui. Donc tu auras transféré potentiellement des gigas. Oui. On reprend l'exemple du node module. Effectivement, tu pourras paralléliser vu que Make, avec un -J4, tu vas commencer à paralléliser. Sauf que tu vas pas pouvoir exploiter non plus les caches de build, ouais. À moins de refaire un mount. Et tu ne pourras pas non plus utiliser le nouveau format de séparation entre le front-end et le LB, c'est-à-dire que tu auras une image assez classique. Et voilà, tu ne pourras pas un jour te dire j'en ai marre de Docker et je vais utiliser IMG ou... Voilà, merci. De rien. C'est génial. Vous avez tout compris alors? Ah. Non. Il en reste une. Donc là, du coup, tu utilises le démon Docker, c'est ça, pour builder? J'utilise le démon Docker. J'utilise un démon Docker qui est sur la 18.09. D'accord. Et du coup, tu as essayé avec IMG ou pas? J'ai essayé avec IMG. C'est beaucoup moins sexy, mais c'est beaucoup plus petit. Effectivement, c'est plus rapide et c'est moins lourd. On n'a pas installé tout le Docker. Par contre, IMG, on est bien d'accord qu'il ne fait que builder des images. Il ne sait absolument pas les transformer en conteneurs et il ne sait pas gérer tout ce qui va être les caches de build, tout ce qui était les fonctionnalités Docker expérimentales. La question en fait qu'elle est derrière, est-ce qu'il y a un apport d'utiliser IMG au niveau sécu plutôt d'utiliser un démon Docker? C'est Jess Frazel qui a fait IMG. Est-ce que la réponse te dit quelque chose? Ouais. Donc il y a un intérêt sécu. Il y a toujours un intérêt sécu avec Jeff Frazel. Mais bon, ça reste quand même un cas, c'est un projet qui est hyper récent, qui est vraiment concentré. En gros, IMG, son vrai intérêt, c'est plutôt d'aller générer des images sur des PC très légers, voire des microcontrôleurs ou des choses comme ça. Il vaut mieux garder un bon Docker bien large sur son poste. Parce qu'on n'a pas les contraintes de sécu. Voilà. Et merci. Merci pour toutes ces démos. Est-ce que tu as assez de recul sur l'outil, disons sur plusieurs semaines, pour savoir si ça vaut le coup de... Pardon ? 2 mois et demi. 2 mois et demi. J'ai notamment un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, qui est assez gros, qui est en Node, qui est séparé en 4 microservices qui étaient assez longs à builder.
En termes de temps, oui, en termes de temps de build, il y a vraiment un gain. J'ai eu le cas d'une suppression de layer, donc sur un tout petit service qui fait pas grand chose, mais justement on est passé de 3 à 2 layers. Ça prouve alors un intérêt, et également côté IO, c'est un vrai intérêt par contre. Voilà le recul que j'ai. Après, c'est quelque chose qu'on a vu à la DockerCon. Eux avaient de toute façon le recul nécessaire pour rappeler toutes les 5 minutes que c'est de l'opt-in, que c'est expérimental. Par contre, l'image qui est générée, elle, sera stable. C'est plutôt le build qui est expérimental. Et ce que j'allais dire justement, c'est est-ce qu'on n'a pas la tentation avec ça de vraiment faire les builds taillés sur le poste de développeur, tu vois, et de faire des builds qui sont pas reproductibles. Par exemple, avec le petit gadget de SSH, ça, tu le remets en CICD et tu n'as pas les clés dans ton... Je ne l'ai pas mis à la fin pour rien. Pour moi, c'est gadget. Mais ça le permet. Donc voilà, on a souvent eu, je pense qu'on a tous eu un jour le cas de tiens, je dois aller chercher cette dépendance sur mon GitLab privé ou GitHub privé, ça marche pas dans le build, voilà, ça permet de le régler, mais effectivement, normalement, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un build de conteneur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'image générée, elle marchera, et elle marchera également sur un Docker plus ancien. C'est uniquement le build qui a été optimisé. Et sinon, dernière question super pratique, j'ai envie de refaire tes démos et d'adopter l'outil. On envoie sur le Meetup, sur le lien du Meetup à la fin un commentaire. C'est sur GitHub. Oui. En fait, je suis déjà tombé dessus, mais ce que je me posais, c'est comment... est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à mettre en place sur le Jenkins ou sur, en mode partagé pour tous les devs? Docker 1809 et soit daemon.json avec la partie, soit la variable d'environnement Docker build kit égale. Sachant que Docker 19.0, je ne sais plus combien, celle de cette année, récent, ce sera de l'opt-out. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci de m'avoir écouté. Et donc tout de suite on passe le câble HDMI à son voisin. Par contre, c'est un peu... Oui, non, non, normalement c'est bon. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter, je ne sais pas si certains connaissent Earlybird. Donc je suis cofondateur d'Earlybird. On a créé cette société il y a 6 ans. Je vais vous expliquer rapidement sur quelques slides ce qu'on fait et après rentrer dans comment est-ce qu'on a évolué, sachant qu'un des points clés en fait c'est qu'on a une plateforme qui est très scalable et on a eu différentes phases dans notre existence, plusieurs refactoring, et c'est un peu vous raconter cette histoire, par quoi on est passé, sachant qu'aujourd'hui on est en full Kubernetes, et donc vous expliquer un petit peu notre archi. Le petit pitch et l'intitulé du pitch, c'était comment on est passé de 0 query sur notre API à aujourd'hui on fait à peu près 1 milliard d'appels API par jour. Donc voilà, et ça en gros en 3 ans on a eu une expansion très très importante sur l'infra. Pour vous introduire un peu Earlybird rapidement, alors notre métier c'est de faire de la personnalisation, donc on adapte en temps réel le contenu des sites internet à chacun des visiteurs qui le consultent. Donc c'est des technos de machine learning, beaucoup d'algo derrière, et aujourd'hui on est leader en France, on est présent dans 15 pays, et on travaille avec pas mal de gros comptes. Et qu'est-ce qui fait qu'on a autant d'appels API? C'est qu'en gros à chaque fois qu'il y a une visite sur une page sur un de nos sites clients, eh bien ça tape sur notre API. Et en gros, on travaille avec les plus gros, parce qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié du top 20 e-commerce français et quelques clients internationaux. Je vais rentrer sur les points clés. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le produit, mais l'idée, c'est plus de vous montrer quels sont nos enjeux et comment est-ce qu'on y a répondu techniquement.
Le premier enjeu, c'est que pour faire de la perso et pour faire de l'algo, il faut de la data. Donc il faut collecter de la data et c'est une de nos principales API, c'est notre API de collecte, donc qui reçoit de la data et qui la stocke très très rapidement. Ensuite, on a toute une plateforme d'algo, donc qui va tourner en temps réel sur la data que l'on collecte. Le merchandising, ça je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est toute la partie règles qui permet de contraindre les algos, de définir des règles métiers. Et très important, toute la notion de feedback, puisque derrière, quand on fait de l'algo, un des points clés, c'est de savoir si ça marche, parce que sinon ça ne sert à rien. Enfin, ça peut servir, mais on ne le sait pas. Donc c'est toute la partie monitoring et analyse des performances. En termes de data, ce qu'on collecte, c'est l'ensemble des interactions des utilisateurs sur les sites. Donc dès que vous avez un internaute qui vient sur un site, qui navigue entre les différentes pages, eh bien, on collecte ces informations-là. On va être connecté aussi à tous les magasins de nos clients, au système de caisse pour remonter toutes les ventes, tous les achats qui sont faits par les clients. L'ensemble des données CRM, donc dès qu'on a des clients qui sont encartés, qui ont une carte de feed, on va récupérer des informations un peu plus nominatives comme l'âge, la région, le magasin auquel il est rattaché, etc. Et toute l'info produit. Dans nos clients, on a quelques clients qui ont pas mal de produits. Cdiscount, par exemple, c'est 40 millions de produits. Donc tout ça à gérer en temps réel. Tout ça vient s'alimenter dans des microservices de nettoyage de la donnée, puis vient alimenter une data pipeline. On est en environnement Google Cloud depuis quasiment le début. On a commencé sur Amazon pendant 6 mois et puis on a switché sur Google Cloud il y a 5 ans maintenant. Je pense qu'on était un peu dans les premiers sur Google Cloud en France parce que ils sont arrivés pas mal après Amazon et après d'autres. Donc notre data pipeline, elle est sur Google PubSub, mais c'est l'équivalent d'un Kafka. Et une des particularités de notre plateforme, et ce qui fait qu'elle est complexe à orchestrer, c'est qu'on permet à nos clients de développer leurs propres algos et de les embarquer dans notre plateforme. Donc en gros, on ne gère pas que des algos faits par nous, mais on gère aussi des algos faits par nos clients ou faits par des partenaires. On a un partenariat, déjà on a pas mal d'algos open source qui sont embarqués dans notre plateforme. Et puis après, on a un partenariat avec Criteo, avec IBM Watson. Et donc ces algos-là, qui ne sont pas faits par nos propres développeurs, sont en fait orchestrés par notre plateforme. Et notre seul objectif, en fait, c'est pas d'avoir développé le meilleur algo pour faire de la perso, mais c'est d'aider nos clients à trouver les meilleurs mécanismes. Et donc, en gros, qui passent par nous, par un autre, qui fusionnent différents algos, enfin, qui fassent de l'utilisation simultanée de plusieurs algos, c'est l'idéal. L'important, c'est qu'ils arrivent à dégager le plus de performance. Je vais passer là-dessus. Et donc, concrètement, un schéma de notre archi. Pour vous montrer, on va commencer par un schéma fonctionnel. Donc on a une data pipeline qui est le cœur de la plateforme sur laquelle circule en temps réel l'ensemble des events qui sont publiés au sein des sites de nos clients. Donc on va avoir différents types d'events, on va avoir toutes les activités, tous les parcours sur le site, les ventes en temps réel dans l'ensemble des magasins de nos clients, l'ensemble des profils utilisateurs et toutes les mises à jour produits avec les stocks, les déclinaisons par magasin. On travaille par exemple avec Carrefour Drive. Pour chaque produit, on va avoir dans chacun des drives des promotions ou pas, des prix différents, etc. Tout ça est mis à jour en temps réel et vient alimenter notre data pipeline. On a ensuite une couche d'enrichissement qui vient... tout ça est en microservices. Donc on a des microservices qui viennent écouter cette data-là et créer des agrégations. Donc soit par exemple avec des systèmes de tags qui permettent de dire dès qu'un produit va contenir un certain nombre certaines typologies d'attributs, par exemple sur un produit alimentaire, on va analyser l'ensemble des ingrédients et par exemple si on trouve des ingrédients qui sont typiquement présents dans des produits bio ou dans des produits sains, on va venir taguer ces informations-là sur le produit. Donc il y a plein de choses qui tournent et qui permettent de faire d'agréger les données, de les taguer. On a toute une brique de cookie matching, donc ça c'est quand on a différents utilisateurs connectés sur différents devices et qu'à un moment donné on se rend compte qu'en fait cet utilisateur est le même, soit parce qu'il va se connecter au site, soit parce qu'il va utiliser sa carte bleue et qu'on va avoir le checksum de la carte bleue, il y a différents points qui permettent de rapprocher les users et dans ces cas on va fusionner tout son historique de données en temps réel et on va venir réalimenter notre data pipeline. Voilà, et puis après on a toutes les notions de scoring, donc là c'est plutôt du prédictif, mais on vient scorer les utilisateurs, scorer les produits de façon prédictive. Ensuite, on a toute la brique de personnalisation. Donc ça, c'est ce qu'on va, c'est l'autre principale API chez nous.
C'est une API qu'on va appeler pour dire je suis le site, j'ai besoin de savoir ce que je dois afficher à tel utilisateur. Et donc c'est là où on va venir faire tourner nos algos en temps réel, ou les algos de nos clients en temps réel, pour dire voilà l'utilisateur, ce qu'il a fait, ce qu'il vient de faire, ce qu'il a fait dans l'historique, et qu'est-ce que je dois lui proposer comme contenu, comme produit, et qu'est-ce que je dois afficher sur le site. Avec toute une couche de règles qui permet de contraindre ces algorithmes. Et enfin, la dernière brique, c'est la brique d'analyse, puisque l'ensemble d'ensemble des personnalisations qu'on affiche génère du tracking elle-même, puisqu'on va regarder si l'utilisateur réagit là-dessus, s'il finit par acheter, s'il revient sur le site, etc. Donc tous ces comportements-là viennent réalimenter des services d'analyse chez nous. Et en gros, on fait du graph derrière. Donc l'idée, c'est de l'analytique, donc on vient faire des agrégations de rapports, etc. Et on a aussi des exporteurs qui permettent de réenvoyer toute cette donnée brute à nos clients. Voilà un peu le scope, il est un peu hard ce schéma, mais c'est voilà le scope du produit. Et derrière, en fait, chacun de ces blocs, on a des services à orchestrer. Alors comment déjà, un des enjeux clés pour chacun de nos clients, c'est qu'on on est présent sur leur site, et donc quand on tombe, ça fait mal. Donc il faut essayer de bien tenir cette charge. En gros, il y a 4 grands enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité, puisque ça nous arrive de manipuler de la donnée qui peut être nominative. Vous avez sûrement entendu parler des enjeux de GDPR en ce moment, avec la protection des données personnelles. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. De scalabilité, puisqu'on a des sites qui ont des trafics très variables. Par exemple, on va en parler à la fin dans les retours d'expérience, mais dans des périodes de Black Friday, de périodes de Noël, etc., on va multiplier par 5 ou par 6 notre trafic habituel. Donc il faut être capable de s'adapter à ça, de feedback, de savoir si ça marche, et de temps réel, puisque toute notre plateforme apprend en temps réel et doit être capable de réagir à n'importe quelle interaction en quelques millisecondes. Ça, c'était il y a 6 ans. Comment on a commencé déjà, on a utilisé Node et on continue à utiliser Node avec tous les défauts que ça peut porter. Mais effectivement, toutes nos API étaient sur Node, tout était sur Google Compute Engine avec une base de données en MongoDB et à l'époque, une solution open source pour faire de l'algorithmie, puisqu'on a commencé sans data scientist. Pour une boîte d'algo, c'est pas mal. Et donc on a commencé en utilisant des algorithmes open source. Donc ça, c'était la première archi, tout en VM, construite à la main, on scalait à la main. Quand on pensait qu'on allait avoir un peu de trafic, on déployait une VM, on posait notre note dessus, on faisait tout à la main. Et puis petit à petit, on a eu quelques soucis déjà de base de données, puisque MongoDB, ça tient pas super bien la charge, surtout en écriture, quand on écrit des millions d'événements par heure. Et donc on a déployé un Cassandra qu'on manageait nous-mêmes partout, pareil sur de la VM, donc toujours sur du Compute Engine. Et puis, on a commencé à réfléchir à une archi un peu plus orientée microservices. Parce qu'en fait, tout ça, là, quand on était là, on était vraiment monolithique. On avait un gros service Node qui était en gros notre API principale et qui gérait l'ensemble du service, à la fois front-end et back-end. Donc, on était sur un gros monolithe. Et ça, on l'a cassé il y a 3 ans et demi pour avoir une approche beaucoup plus microservice. Donc, avec un système de messaging qui est notre data pipeline qui utilise du Google Cloud PubSub. Et à côté, alors on a décloisonné petit à petit, mais on a commencé à avoir nos propres services d'algo, qu'on appelle EBAP, Early Bird Algorithm Platform. On a nos services Node qui sont cloisonnés en 2 principaux services. Notre service d'API front, donc qui sont les API appelés par nos clients, et nos API back, qui sont les API qui peuvent être appelés par nos clients, mais qui servent surtout à alimenter tous nos dashboards, puisqu'on on a une archi qui est assez standard, mais puis on décloisonne complètement la partie front-end de la partie back-end. Donc voilà, tous nos dashboards sont basés sur une API. Tout ça tourne sur Node.js et toute la partie algorithmie, ça tourne sur du Scala, donc en environnement Java. On a derrière des services, alors là c'est plus l'environnement Google, mais on a tous des services de machine learning qu'on utilise chez Google, qui sont, on a du Dataflow, on a en storage, on a du Google Cloud Storage, on a du BigQuery aussi pour l'analyse, Bigtable qui est venu remplacer Cassandra, donc c'est un équivalent d'HBase refait à la sauce Google. Et côté analyse, enfin côté log, ce qui est très important dans ce type d'approche microservice, on utilise principalement Stackdriver aujourd'hui.
Donc ça, c'est un peu l'archi il y a 1 an et demi, en gros, avant qu'on passe sur Kubernetes, puisque tout ça était géré sur Google Compute Engine, avec quand même des autoscalers, mais c'était les autoscalers assez traditionnels, en gros, on était tous sur Docker, et puis on déployait des images Docker. Enfin, l'autoscaler s'occupait de déployer des images Docker et de déployer des VM. Il y a 1 an, on est passé sur du Kubernetes. Donc on a toujours, on est allé de plus en plus loin dans notre archi microservices. Aujourd'hui, on a à peu près 60 microservices qui tournent sur la plateforme. Tout est embarqué sur Kubernetes et on va retrouver comme typologie de service. Alors chaque node Kubernetes en gros est monitoré. Alors aujourd'hui, on a pour le monitoring deux agents. On a un agent Stackdriver, donc ça c'est l'environnement Google et c'est pour toutes les métriques plutôt bas niveau. Et puis on a un agent Dynatrace sur tout ce qui est plutôt supervision, microservices. Ça, on est en train de switcher pour plein de raisons que je pourrais évoquer, mais voilà, on est en train de quitter Dynatrace. Les différents services qu'on a, il y a des services d'algo, des services d'agrégation, des services d'ETL pour le management des fichiers, de la gestion de tâches, et puis nos différentes API, puisqu'on a décloisonné les API. Donc on a des API de reco, des API de tracking, des API de monitoring, etc. Ouais, alors, donc ça c'est bien, mais maintenant je vais parler un petit peu de ce qui n'a pas marché, parce que souvent c'est aussi intéressant d'avoir des retours d'expérience. Et ce qui ne marche pas justement, c'est souvent le Black Friday. Je crois que c'est l'exemple de tous ceux qui ont essayé d'implémenter des nouvelles archives. Je crois qu'on est passé sur Kubernetes 2 mois avant le Black Friday. C'était un peu ambitieux, mais c'était juste avant les périodes de freeze, donc c'était cool, on pouvait encore passer. Et alors on n'est pas tombé au Black Friday, mais on est tombé le lundi qui précédait. Et on a vraiment bien galéré, puisqu'on avait, donc ça c'est nos monitoring, c'était il y a 1 an et demi. Et en gros, on avait 30% d'error rate chez tous nos clients, donc on a fait tomber pas mal de sites. Et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est que donc un des points qui est compliqué à gérer sur Kubernetes, c'est la scalabilité. Donc on avait un ingress Nginx en front de tous nos nodes. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on avait configuré la scalabilité sur la consommation CPU. Et comme on est sur en environnement Node, alors notre API elle est stateless, donc on arrive assez facilement à déployer des nouveaux nœuds et à les démarrer, mais ça met un certain temps à démarrer puisqu'on montait en RAM toute la config de nos clients, et en gros une API pouvait mettre 2-3 minutes à démarrer. Et pendant ces 2-3 minutes, en fait, elle faisait essentiellement monter en RAM de la donnée, des bases de données. Donc c'était essentiellement de la synchrone, ça consomme pas beaucoup de CPU, mais l'appli est en attente d'être loadé. Et donc du coup, au niveau du load balancer, ils disaient non, tout est ok, personne consomme de CPU, sauf que derrière on avait un trafic de malade. Et en gros, le load balancer réagissait pas. Il disait non, moi je suis bien, j'ai chargé un certain nombre de pods, ça passe bien, donc j'ai pas de problème. Et donc en gros, on s'est retrouvé au Black Friday, le lundi qui précédait le Black Friday, à scaler à la main toutes les 10 minutes pour faire monter manuellement le nombre de pods, et en le surestimant toujours un peu pour pouvoir absorber le trafic. Aujourd'hui, et c'est toujours le cas, sur les ingress par défaut de Kubernetes, il n'y a pas de scalabilité qui ne se fasse pas sur des métriques bas niveau au niveau des serveurs. Donc on peut scaler par la RAM, on peut scaler par le CPU, on peut scaler par le nombre de calls. En fait, on peut même pas scaler par le nombre de calls. On peut scaler par différentes choses, mais nous, en fait, ce qu'il nous fallait, c'était scaler par rapport à la charge de l'event loop. Donc en gros, c'est combien est-ce que j'ai de requêtes en attente sur mes pods, et si j'ai beaucoup de requêtes en attente, eh bien je scale. Et ça, c'était une métrique qu'on n'avait pas et qui n'est pas disponible nativement, donc qu'il fallait faire soi-même. Et donc on a fait intervenir un cabinet externe, et ça c'est toujours parfois c'est un peu amusant. Donc il a très bien trouvé le problème. Il a dit voilà, vous avez un petit souci, il faut que vous scaliez sur une autre métrique, et en l'occurrence sur des métriques d'event loop. Donc il a rajouté cette métrique, et ça c'est les coûts de Google Cloud le jour où il a rajouté la métrique. Donc en gros, c'était une super idée, mais c'était une idée à 10 000 qui nous a coûté 10 000 € en 3 jours. Donc c'était pas très viable, ça a fait x3 sur le coût de notre plateforme, donc c'était pas, même plus je crois, donc c'était pas ultra viable, donc on a coupé ça, et puis on a tout refait à la main en fait. Mais on a tout refait à la main, et puis on en a profité aussi pour refactoriser un peu nos API qui maintenant remontent beaucoup plus facilement, puisqu'au lieu de loader
énormément de RAM, en fait, c'est beaucoup plus asynchrone, donc ça load au fur et à mesure qu'elle a besoin de loader des configs. C'est des choses assez basiques, hein, mais parfois on s'en rend pas compte. En environnement auto-scalé par les VM, on a une meilleure visibilité. Avec Kubernetes, ça rajoute une petite couche d'abstraction, donc il faut des bons outils pour monitorer tout ça. Et là, en l'occurrence, voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais le vendredi qui suit, qui est après dans le graphe, là on le voit pas, le vendredi du Black Friday, mais il est passé nickel. Donc voilà. C'est à peu près tout pour le retour d'expérience Kubernetes. Après, je répondrai à vos questions. On a parlé beaucoup de techno Google, donc effectivement, on pose souvent la question, donc je préfère l'anticiper, mais oui, on est un peu sticky avec Google, parce qu'on utilise quelques services envers, c'est ce qu'on utilise chez eux. Donc c'est vrai qu'on a une culture du manager qui est assez importante, ce qui fait aussi qu'on a une plateforme qui coûte un peu cher en hébergement, mais qui nous permet d'être super stable en fait sur beaucoup de composants. Où on est une startup, hein, donc on est une petite équipe. On a grossi assez rapidement, plus rapidement sur notre trafic que sur nos effectifs. Donc il fallait gérer ça et le manager c'est pas mal. Et donc du coup voilà, là vous avez un petit échantillon de tout ce qu'on utilise dans les technos Google. Je crois que c'est tout. Je vous laisse si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que j'approfondisse. Zéro question. Ouais. Du coup, j'ai pas tout à fait compris. En fait, tu disais que tu scalais par rapport à ton contrôleur Nginx, aux requêtes sur le contrôleur ou... Alors, en fait, avant ou maintenant? En fait, avant, on scalait sur des métriques serveurs. Donc, en gros, sur la consommation CPU. C'était la métrique qu'on avait choisie et en gros, qui marche pas. Enfin, qui marchait tant qu'on n'avait pas tant qu'on tombait pas. Parce qu'à partir du moment où tu tombes, ton CPU tombe et du coup, ça scale plus. Aujourd'hui, on scale par rapport à des metrics nodes de requêtes en attente de traitement. D'accord. Et donc en gros, si on sait qu'on a X requêtes en attente de traitement par le process node, si ça dépasse un certain seuil, on déclenche des nouveaux pods, enfin on scale. D'accord, donc là vous avez utilisé une custom métrique. Ouais. Tout à fait. Okay. Et avant c'était uniquement c'était pareil un horizontal autoscaler mais sur de la métrique CPU ou mémoire. Ouais, sauf qu'on avait un peu moins de clients et que en fait ça passait mieux. Enfin, on n'a jamais eu de problème avant, mais je pense qu'en fait c'est aussi une question. Bon, le point de départ du fait qu'on soit tombé, c'était un problème de logiciel. Hein. C'est que en gros, le temps de démarrage d'un process node était trop long parce qu'il devait charger trop de config en RAM. Parce qu'on chargeait la config de tous nos clients avant de démarrer le process et de dire je suis ready. Donc le problème initial, il était là. Après, on a d'abord corrigé la scalabilité, et puis après on s'est attaqué au problème beaucoup plus compliqué de refactoring de notre appli node. Ok, merci. Ouais. Au niveau des load balancers, vous n'avez pas eu des soucis de port en fait, par rapport au nombre de requêtes? Ouais, mais bon, ça c'était il y a plus longtemps. Mais ouais, clairement. Ça arrive tout le temps aux gens et tout le monde oublie. Ouais, non, tout à fait. C'est un bon rappel, mais oui, on l'a eu plein de fois. Moi, c'était juste pour rebondir sur le point d'Inatrace. Tu avais dit que tu en dirais plus, ça m'intéresse. Après, on peut effectivement discuter sur les différentes solutions de monitoring. Je pense que le monitoring, honnêtement, sur des environnements virtualisés, encore plus sur des environnements comme Kubernetes, c'est ultra nécessaire. Les problèmes qu'on a avec Dynatrace, c'est déjà c'est un côté d'adoption de l'outil où en gros les équipes n'ont jamais réussi à s'approprier l'outil. Et donc, c'est le problème d'un outil de monitoring, c'est que quand il y a des alertes, c'est que tout le monde dit « Oh non, c'est encore une alerte, je vais rien comprendre » et que personne n'y va. C'est très problématique. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un point de coût. Parce qu'en fait, leur business model est associé au gigaoctet de RAM par heure, ce qui est moyennement compatible avec notre archi, parce qu'on a certains services qui sont ultra consommateurs en RAM.
Et donc voilà, donc ça c'est un peu secondaire, mais c'est quand même un point. Aujourd'hui, Dynatrace coûte 20% de notre plateforme, donc c'est beaucoup pour un outil de monitoring. Merci. Et, bonjour. Du coup, le remplaçant de Dynatrace, C'est en POC. Non, mais oui. c'est une solution du marché ou c'est homemade, enfin, c'est open source ou... Non, je pense qu'on va prendre une solution du marché parce qu'on a, il y a plus de courant. C'est qu'il faut qu'on y aille. Non, je pense qu'on va prendre une solution du marché parce que on a toujours été très service managé. Donc il y a des choses dont on n'a pas envie de se charger. On veut se concentrer sur ce qui fait vraiment notre différence sur le marché. Donc effectivement, pour l'instant, on teste Instana. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Une question peut-être hors sujet par rapport à cette présentation, mais qui est en lien quand même. La partie où tu disais tu pouvais recevoir des algorithmes venant des partenaires, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des recos par rapport à cette collaboration et par exemple sur la manière de livrer, est-ce que tu regardes les algos comme une boîte noire ou est-ce que tu te dis il faut telle et telle politique, telle et telle recommandation, enfin quelle est la manière de collaborer comme ça? Alors, c'est un sujet super complexe. En fait, il y a différents niveaux de maturité chez nos clients. Il y a des clients qui vont développer des algos qui marchent bien, mais qui prennent pas du tout, qui sont incapables de tenir la charge. Donc, ils vont faire des choses il y a pas en R par exemple, où c'est ok, c'est bien pour tourner 2-3 batchs de temps en temps, mais par contre pour être appelé en temps réel, c'est pas du tout adapté. Donc il y a ou même des, enfin voilà, ils vont créer des algos et parfois quand on va discuter avec eux et qu'on va commencer à vouloir passer ces algos en temps réel, en fait il y a deux aspects. Soit ils se disent non on n'est pas capable de gérer le temps réel, donc on va plutôt faire tourner des batchs et vous allez vous occuper, enfin nous Early Birds, de les servir en temps réel. Et dans ces cas c'est notre code qui le sert, mais on part de modèles qui sont calculés par eux. Soit ils nous disent ouais, nous on va tenir la charge, et donc il y a deux options. Soit ils hébergent eux-mêmes un microservice d'algo, donc on a un contrat d'interface où on leur dit voilà comment il faut que votre service soit exposé pour qu'on puisse l'appeler en temps réel. Et ça c'est ce qui marche honnêtement le mieux parce que ça permet de pas trop se poser de problématiques avec ce qu'il y a derrière. Soit ils se disent moi je vais par exemple si c'est en environnement Java c'est beaucoup plus simple parce que du coup ils vont nous compiler un jar et puis on va le charger sur notre plateforme. Mais effectivement des fois déjà on l'isole parce que des fois c'est pas super bien codé donc ça va poser des petits problèmes mais parfois ça marche très bien et donc ça on va les accompagner en fait, on va énormément travailler avec eux. En fait dans notre plateforme on a des outils d'A/B test, on peut faire du canary par rapport à différentes versions de leurs propres algos, donc il y a toute une série d'outils qu'on a développés pour les aider à monter progressivement sur leurs algos. Le point principal en mode microservice, c'est que on a tendance à privilégier, les clients ont plutôt tendance à privilégier un hébergement chez Google Cloud parce que sinon on se retrouve avec des coûts d'égresses qui sont assez importants, donc de réseau entre les différentes infras. Et donc voilà, donc ça, s'ils hébergent leur microservices, c'est plutôt des clients qui sont aussi en environnement Google ou qui décident de mettre une partie de leur plateforme en environnement Google pour travailler avec nous. Je crois qu'il y a une question là-bas, ou voilà, il y en a plein. Bonsoir. Ça ? Allô ? Moi, je souhaiterais plus revenir sur Cube. Vous dites que vous êtes tous sur Cube. Est-ce que vous opérez des stateful sets sur Kubernetes ou vous avez que du stateless et vous tirez plutôt partie de Google Cloud pour On est full stateless et ça c'est un des gros avantages on n'a pas de problématique. On est full stateless. On n'a pas de problématique de ce niveau-là. Ça a simplifié beaucoup de choses, parce qu'honnêtement. Bonsoir. Moi j'ai une petite question. Vous avez beaucoup de services managés. Ouais. Vous êtes sur Kubernetes. On a par exemple le service catalogue. Ouais. Est-ce que vous l'utilisez actuellement ou alors est-ce que vous provisionnez des secrets à mano? Non, aujourd'hui on l'utilise pas. D'accord. Et une autre question, est-ce que vous allez partir sur les services mesh par exemple ou sur Conduit ou des choses comme ça pour pouvoir un peu mieux gérer vos flux dans votre cluster?
c'est des choses qu'on regarde, mais aujourd'hui c'est pas en place. Mais c'est des choses qu'on fait de la veille là-dessus. Ouais. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Puisque vous êtes sur le site du client et donc j'imagine une pression un peu énorme à ce sujet, est-ce que la scalabilité vous la faites aussi du point de vue géographique pour être proche, du point de vue proche des serveurs des clients, ou est-ce que Ouais, tout à fait. Aujourd'hui on est déployé sur 3 zones. Donc on a Amérique du Nord, on a Amérique du Sud et on a Europe. Donc ça c'est les 3 zones aujourd'hui gérées. Donc toute notre plateforme est complètement répliquée en fait sur chacune des zones. Et donc oui, la scalabilité elle est locale. C'est pour ça aussi qu'on tombe jamais à 100%. Bonsoir. Donc j'ai une question sur comment vous déployez. Est-ce que vous utilisez la continuous delivery et est-ce que vous avez une homogénéité de déploiement sur les différents microservices? Alors, on a presque une homogénéité. En fait, chez nous, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe qui travaille plus sur les algos, donc en environnement Scala, et l'équipe qui travaille plus sur les API front-end, enfin les API, en environnement Node.js. Et du coup, elles n'ont pas toutes utilisé les mêmes outils en même temps, même si on est en train d'un peu d'homogénéiser ça. Mais donc, aujourd'hui, on a quand même 2 pipelines de déploiement différentes. Ce qui est homogénéisé, c'est que on utilise Travis des 2 côtés. On a du Terraform maintenant sur la description de l'archi, donc on est capable de déployer par Terraform sur Kubernetes ça a moins d'intérêt, mais avant c'était vraiment quelque chose qui était clé dans notre archi. Ça a quand même de l'intérêt pour tous les services bases de données, pour tous les services. Voilà. Après, que dire de plus? Non, mais voilà, les process de déploiement aujourd'hui sont pas super compliqués. Vous utilisez un outil particulier pour déployer les manifestes? Non. Ok, donc c'est en en script. vanilla. Ouais. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Je veux juste savoir pourquoi vous avez migré de Amazon vers Google. En fait, pour une raison toute simple, c'est que notre tout premier client, c'était la Fnac, et ils nous ont dit jamais on travaillera avec Amazon. Et donc, à l'époque, on s'est dit ok, si c'est pour vous, on migre. Voilà. Excusez-moi si vous avez répondu avant, parce que comme j'ai raté le début à cause des bières, mais pourquoi Google et pas Azure dans ces cas-là? Parce que des arguments du type la grande distrib des Nest AWS, je l'ai vécu aussi. Honnêtement, je pourrais pas répondre. À l'époque, Google, ça nous paraissait plus cool. Ça marche comme réponse. Non, mais honnêtement. Ouais, non, mais honnêtement, à l'époque, c'était beaucoup, pour nous en tant que dev, c'était soit on avait en fait, c'était par défaut Amazon, et puis Google commençait à faire pas mal de choses, et ce qu'ils faisaient était intéressant parce que ils se sont spécialisés assez rapidement sur la data et sur le machine learning. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cloud, c'est un cloud qui se distingue un petit peu par ça. Après, il y en a d'autres qui sont pas mal, hein, mais voilà, et puis ouais, c'était plus pour une histoire de coolitude qu'autre chose. Après, on ne regrette pas du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un partenariat très très fort avec Google. On a des clients communs, hein, on a des clients qu'on a gagnés grâce à eux. Donc aujourd'hui, en termes de plus, pas technique, mais d'un point de vue marketing et commercial, on ne regrette pas du tout notre partenariat avec Google. Que vous aviez également l'utilisation d'API IBM Watson, ou j'ai mal entendu tout à l'heure. Ouais, on a embarqué dans notre plateforme des algos IBM Watson, des algos de perso et de reco qui sont inclus dans IBM Watson et qu'on a plugué. En fait, à l'origine, quand on a voulu monter notre modèle où on était ouvert à des algos extérieurs,
il n'y avait pas forcément une maturité sur le marché, mais par contre, chez les clients, chez les e-commerçants, par contre, ce qui était suffisamment mûr, c'était des solutions comme Criteo, comme IBM Watson, comme il y en a plein d'autres. Et donc, on s'est dit, on va poker ça sur IBM Watson. Donc, on a embarqué des algos IBM Watson, et puis en fait, on a maintenu ça, et comme ils en sortent, on a des choses de reconnaissance visuelle, par exemple, qui utilisent des algos d'IBM Watson. On a aussi du Google, mais bon, ça, c'est un peu moins étonnant pour nous. mais voilà, donc on s'est dit, en fait, c'était une bonne façon de montrer qu'on était capable de travailler avec des algos tiers qui n'étaient pas forcément développés par nous et qu'on était quand même capable de les interroger en temps réel, et voilà. Et qui sont toujours présentes dans l'architecture aujourd'hui? Ouais, complètement. Une question devant. Bonjour. J'ai deux questions. La première question, c'est concernant le déploiement continu. Donc, quelle est la stratégie que vous utilisez pour le déploiement? La deuxième question, c'est comment vous gérez aussi les updates, les mises à jour des microservices que vous avez déployés sur production. Est-ce que vous avez eu des interruptions de services, notamment puisque moi je travaille sur une plateforme Docker EE, on a eu des problèmes de HRM, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc je pense que c'est l'équivalent de Linux dans Kubernetes. La dernière question, c'est concernant la sécurité. Comment vous gérez les vulnérabilités qui sont détectées après le passage en production? Et comment vous patchez les vulnérabilités? Ok. En fait, alors, je vais sur la partie sécu, je vais répondre par ça parce que c'est plus simple pour démarrer. Je pense qu'on est une start-up, donc je pense qu'on fait les choses peut-être un peu moins, de façon moins rigoureuse que ce que ferait un grand groupe avec des équipes dédiées à ça. Donc honnêtement, après mise en prod, la faille de sécu, on la corrige en dev, on la pousse en prod, quoi. On n'a pas vraiment de process par rapport à ça, et ça va être pareil sur le déploiement. En fait, le déploiement continu chez nous, il est assez simple. C'est géré avec, c'est géré en fait avec GitHub. On a un Travis qui écoute GitHub et qui est connecté à GitHub, et en gros, quand on commit et qu'on push sur master, ça déploie automatiquement. Voilà, pour faire simple. Donc ça génère une image et ça déploie. Et c'est tout en script. En fait, parfois, les choses simples, ça permet d'aller vite. Et je pense que c'est vraiment un truc. Bon, après, on s'améliore, plus les équipes grossissent, plus on revoit des choses sur l'archi. Mais il y a quand même beaucoup de choses où faire des choses simples et progressivement, ça permet de déployer vite. Et voilà. Et aujourd'hui, on a des parties qui fonctionnent beaucoup comme ça. Donc, j'ai compris. Donc, par rapport au scan image, donc vous ne patchez pas des images? Non. Même s'il y a une faille de Non, mais si, mais enfin, en gros, on les. Non, oui, enfin, s'il y a une phase de sécurité, on refait une mise à jour complète, en fait. Bonsoir. Je pense. Une petite présentation. Merci. Moi, je voulais juste savoir par rapport à deux questions du coup. Je reviens sur la question précédente par rapport à l'orchestration de toute la partie continuous delivery. Vous avez dit que vous étiez sur Terraform, aussi pour le provisioning, mais sur la partie orchestration de vos déploiements continus, pourquoi vous n'avez pas utilisé Ansible par exemple pour pouvoir gérer de ça, je sais pas, après c'est votre choix, mais j'aurais bien savoir pourquoi. Non, en fait, c'est surtout que c'est pas un choix définitif. Je pense que, en fait, dans l'évolution de notre archi, on a refactorisé beaucoup de choses. Et effectivement, un des points sur lesquels on est assez faible aujourd'hui, c'est clairement sur les déploiements continus. C'est un point sur lequel on a encore beaucoup de choses à travailler. D'accord. Et la deuxième question, c'est du coup, sur certains slave ou vous avez dû forcément rencontrer des problèmes au niveau
par exemple, quand les file systems sont vraiment bourrés, est-ce que vous avez vraiment des systèmes de monitoring par rapport à ça? Ouais, ça pour le coup, c'est Stackdriver. Ça, on a tout notre monitoring au niveau système, il est fait avec Stackdriver. On a les erreurs qui vont bien, et honnêtement, on n'a pas de souci avec ça. D'accord. Vous avez des systèmes de purge mis en place ou comment ça se gère tout ça? On a déjà on a beaucoup de choses sur la partie. On parle de quel type de storage? La partie storage qu'on rencontre par exemple sur le script de vos contenus delivery, sur vos différents workloads par exemple. En fait, tout ça, on est sur Google Storage, donc on n'a pas trop de problème de place. D'accord. Ce que je vous invite en fait, c'est on va tous aller se mettre autour de bière et de pizza et continuer les questions, échanger ensemble. Juste un dernier mot, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus malgré la pluie. Et je vous propose qu'on aille tous discuter ensemble et boire une bière ou deux. Et merci à Younes pour l'organisation.